Je m'adressais donc aux étudiantes, aux étudiants, toutes les personnes en bleu. Cette session, c'est la vôtre, hein. Chaque année, à la fin des rencontres économiques, je discute avec vous, avec vos prédécesseurs, avec les étudiants. Ils nous disent « c'était vraiment merveilleux, c'était super, on a appris beaucoup de choses ». La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu assez s'exprimer. Aujourd'hui, commencez dès à présent, c'est une invitation à discuter, à dialoguer. J'ai 3 personnes à la table autour de moi pour justement discuter de ce que vous avez écrit jusqu'à présent, présenter ce que vous avez fait et engager un dialogue. Éventuellement, on redialoguera avec les personnes qui ont donné des témoignages dans le cadre des masterclass. Autour de la table, j'ai Agnès Audier, qui est du Boston Consulting Group, hein, qui nous accompagne depuis longtemps, qui est vraiment très impliquée hein, dans l'organisation de cette opération étudiante à Aix ici. On fait même des retours hein, après, en septembre-octobre, avec les différents étudiants. N'oubliez pas que le Boston Consulting Group est un organisme qui recrute beaucoup de jeunes diplômés, etc. Il est particulièrement intéressé parce que vous pensez. Nous avons aussi Denis Muset hein, qui intervient ici comme sociologue. Comment dire, la sociologie, l'économie, c'est un petit peu, c'est un peu comme 2 petites sœurs, vous voyez, qui s'aiment pas toujours. Hein, elles sont très proches, hein, mais elles ne s'aiment pas toujours. C'est vrai que l'économie est beaucoup plus allée voir du côté de la physique, des maths, maintenant de l'informatique énormément. Bon voilà, il y a une vraie volonté à ce que ces deux petites sœurs se réconcilient et s'aiment. On est ravis de vous avoir, Denis. Et Hervé Elias, hein, vous êtes de Mazars France et vous allez réagir aussi un petit peu sur les propositions qui ont émané des différents processus qu'on a menés toute cette année. Et je suis Hippolyte Delbis, donc je suis membre du Cercle des économistes et je suis professeur à l'Université Paris 1. Donc il y a eu 2 opérations simultanées. Il y a eu un appel à idées, ça je ne le dis pas justement pour les personnes en bleu, je le dis pour tous les autres. Il y a eu un appel à idées hein, où finalement les étudiants de toute la France hein, et de tous les types d'universités, d'IUT, de grandes écoles, etc. ont pu participer pour nous envoyer leurs propositions, leurs idées pour réagir finalement à notre questionnement, aux questionnements principaux que sont de ces rencontres et de quelle prospérité serez-vous les acteurs. Il est très important de comprendre que pour nous, on n'attendait pas des copies d'économie. Vous voyez, dans les nombreux plaisirs hein, soulignés par Cédric d'un enseignant-chercheur, il y en a qui sont de moindre plaisir. Et puis typiquement, corriger des copies, c'est pas vraiment ce que l'on aime faire. Donc on n'attendait pas du tout, justement des copies d'économie. On attendait d'avoir des idées, non seulement des idées nouvelles, des idées qui sont portées, qui sont exprimées différemment selon les personnes, mais qui sont aussi des révélateurs de talent. Et je vous invite, et j'invite tout le monde à lire ce petit livre orange hein, qui, dès aujourd'hui, en fait, permet d'éditer hein, les différentes interventions qui ont été retenues, les différentes idées qui ont été retenues. C'est magnifique, c'est bourré de pépites, vous voyez, et très réellement, je vous invite à le lire. Oui, en essayant de comprendre quelles sont les personnes que vous avez et derrière les écrivains, hein, les écrits, et d'aller finalement les rencontrer. Hein. Je cite par exemple une personne très rapidement, hein, vous voyez, vous avez des gens, par exemple là c'est quelqu'un d'HEC Paris, ça commence avec Debout Jeunesse, vous voyez, cette idée d'avoir de l'envie, d'avancer, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? La beauté de l'avenir, c'est aussi que chacun puisse puiser dans ses propres talents et ses désirs pour donner le meilleur de lui-même au service d'une société prospère. C'est magnifique. Vous avez d'autres personnes, hein, mes amis notamment de l'IUT de Paris. Alors là, c'est comme un poème, c'est un slam. Alors je m'excuse à l'avance, je ne vais pas être capable de le slammer. Donc je le lis. Hein, elles nous disent « Je suis un embryon aux airs fragiles qu'on plaint. Mais ce qu'ils ne savent, c'est que je suis l'avenir demain. Dans une future France qui m'ouvre ses portes, je me dois d'être celle qui l'honore et la porte. Alors je sors de ma bulle et je nais à vos côtés. » Voilà, bienvenue aux rencontres. Vous êtes tous partie prenante de ces rencontres. C'est magnifique de vous avoir. Il y a eu également des forums. Hein. Nous sommes intervenus avec des personnes des entreprises, avec des grands témoins dans différents endroits en France. De ces forums sont nées des propositions
propositions concrètes. Hein. Les étudiants ont réfléchi entre eux et donc on va vous interpeller au cours de cette session pour parler. Avant de passer la parole, de vous passer la parole et de passer la parole à nos invités, je crois qu'il y a un petit film qui va présenter les forums. Pour ma proposition. Pourquoi les citoyens devraient-ils être les seuls acteurs d'une prospérité verte? Je vous remercie. 10,5% d'écart de salaire reste encore inexpliqué entre les femmes et les hommes. Si on arrive à rendre du temps aux gens parce que des machines font du travail qui apporte de la valeur, qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste? C'est sur l'hypothèse de départ que se colle, au fond, une proposition d'une modalité de politique économique. Reconsidérer l'importance de l'école et de l'éducation adaptée à chaque élève. Par rapport justement au numérique et aux grands combats qui se mènent au niveau international, comment vous voyez ça? Sans réglementation des usages ni protection, sans choix de société, la révolution numérique pourrait bien n'être que la continuation de ce que Daniel Cohen appelait en 2009 la prospérité du vice. Merci de votre écoute. Alors pour entrer dans le dialogue, hein, comme dit François Julien, je vais commencer en m'adressant à Denis Muset. Vous avez fait une étude lexicographique en fait, des différentes propositions qui ont émergé lors de l'appel à idées. Oui, tout à fait. Et je voudrais juste dire, par rapport à la méthode que vous venez de résumer de la parole aux étudiants, il me semble que vous pourriez, que Jean-Hervé Lorenzi pourrait reprendre mot pour mot ce qu'a dit Emmanuel Macron à Versailles lundi pour parler des députés d'En Marche. Hein. Je le rappelle, nous avons fait entrer ici la grande diversité française. Elle est sociale, professionnelle, géographique, de genre et d'origine, d'âge et d'expérience, de croyance et d'engagement. Pas de blessés. J'ai parlé de Jupiter, effectivement, qui s'est manifesté. Oui, donc Emmanuel Macron parlait des députés d'En Marche réunis à Versailles, et sans doute aussi des autres députés, j'espère, et il disait « Nous avons fait entrer ici la grande diversité française, sociale, de génération, etc. Elle constitue, ajoutait-il, un alliage inédit de compétences et de destin dont vous êtes aujourd'hui les visages. » Je crois qu'on peut dire ça des étudiants qui sont réunis ici et de tous ceux qui ont contribué mais qui n'ont pas pu être présents à Aix. Mais tout cela n'a pas été composé comme un nuancier savant. Nous avons simplement ouvert les portes aux citoyens auxquels le monde, et je remplacerai politique par économique, refusait l'accès. Donc je crois que cette démarche est vraiment, il faut lui rendre hommage, elle est formidable. Alors, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec le laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales de l'Université de Toulouse, que dirige Pascal Marchand, c'est une analyse lexicométrique, c'est-à-dire qu'on a fait une comptabilité des mots employés dans la quasi-totalité des contributions des étudiants. On a comptabilisé les occurrences de mots, on les a répartis par thème, ce qu'on appelle les formes verbales, c'est-à-dire qu'un verbe, l'adjectif, le participe présent sont réunis, constituent une forme verbale, et on a vu comme cela non seulement les thématiques, mais les liens qui apparaissaient entre différentes familles de mots, entre différents mots, et qui constituaient une logique, une organisation logique de la pensée des étudiants sur le thème de la prospérité. Et ce qui frappe dans cette enquête, tout d'abord, c'est que pour les étudiants, même si le mot prospérité a été très utilisé, puisque c'était la question posée, eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, la prospérité n'existe pas, ou existe si peu. En tout cas, elle n'existe pas de la façon dont il
souhaite la définir dans l'idéal. Elle est un vœu, si vous voulez. Je crois qu'il faut commencer par dire cela. Par contre, demain, et c'était l'exercice de quelle prospérité serez-vous les acteurs, demain, ils souhaitent la prospérité, et ils souhaitent surtout une prospérité polymorphe. C'est-à-dire qu'elle doit être économique, certes, mais en même temps sociale. Elle doit être sociale, mais en même temps éducative, et en même temps écologique, etc., etc. Et ce en même temps des étudiants veut dire que la prospérité, vous voyez, je continue à... mais Jupiter ne se manifeste plus, ça veut dire que la prospérité sera sociétale ou elle ne sera pas. Et la marguerite a plusieurs pétales, mais l'économie n'est qu'une pétale parmi l'ensemble de ceux qui constituent la marguerite. Par extension, les étudiants, on peut dire la jeunesse, de manière plus générale à travers l'ensemble des études dont on dispose, ne compte, et ça c'est une découverte, c'est une confirmation forte, ni sur l'État, ni sur le politique, sur les politiques, pour atteindre cette prospérité sociétale. Pourront-ils compter sur Jupiter? On verra, on ne peut pas encore le dire. Ils ne comptent pas sur le politique, ils comptent sur deux choses. D'abord, sur eux-mêmes, l'individu qui entend se réaliser dans un projet associatif, projet familial, projet d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi. Et là aussi, je citerai, Emmanuel Macron, Jupiter, qui disait lundi que c'est à l'opposé de l'aliénation, il faut pouvoir choisir plutôt que subir sa vie. Et il le dit ainsi, la liberté forte, c'est la liberté de choisir sa vie, la liberté d'expérimenter, de se tromper, d'essayer encore. On n'embarque plus dans son existence pour un voyage au long cours. Nos vies sont exploration, tentative, recherche. Sachons inventer cette liberté-là. Alors, ils comptent ensuite, au-delà de compter sur eux-mêmes, qui est la première réaction, ils comptent ensuite sur l'entreprise. L'entreprise, le mot entreprise apparaît 309 fois dans l'ensemble des contributions qu'on a pu traiter. Alors que l'État apparaît 338. L'État est un petit peu devant, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point l'entreprise aujourd'hui a repris une place essentielle que rappelait tout à l'heure Brice Lalonde en matière écologique. C'est l'entreprise qui, au fil du discrédit, que le discrédit du politique s'amplifie, l'entreprise reprend de la crédibilité. Alors certes, elle est sous surveillance, surtout la grande, parce que le libéralisme insatisfait la jeunesse. Mais les étudiants interrogés souhaitent une entreprise plus responsable, plus humaine, plus tournée vers l'intérêt général, empreinte du modèle de l'économie sociale et solidaire en filigrane. Je le dis parce que c'est une réalité, c'est tout à fait intéressant de voir que le modèle d'entreprise idéale qui sous-tend, qui n'est pas explicité parce qu'il est souvent méconnu, mais c'est le modèle de l'économie sociale et solidaire. Et pour conclure, je dirais que je ne peux que constater une forte convergence entre les attentes des étudiants et, pour reprendre un terme cher au philosophe Paul Ricoeur, l'horizon prometteur qu'Emmanuel Macron a tenté de dessiner lundi à Bruxelles. On verra si ce rendez-vous a lieu, mais sur le papier en tout cas, il y a une convergence très forte et qui est tout à fait passionnante à observer. Je vous remercie. Merci beaucoup, très, très utile pour commencer le débat. Donc je vais inviter justement la salle. Est-ce que vous vous sentez représenté un petit peu dans ce... Alors évidemment, c'est quelque chose qui est un peu global, c'est l'ensemble des contributions qui est résumé. Donc chacun d'entre vous n'est pas... Mais est-ce qu'il vous semble qu'il y a quelque chose d'essentiel qui n'a pas été dit? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, monsieur. Non, mais c'est le monsieur derrière vous. Allô?
Soyez pas désolés, justement. Et parlez fort, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de micro, on vous entendra. Donc, alors, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit auparavant, il me semble, par la troisième intervenante, et puis ce qui vient d'être souligné, le modèle de l'entreprise, tout ça. Donc, je mets plus particulièrement sur la phrase il faut passer d'une économie où on a des salariés à une économie où on a des auto-entrepreneurs. Alors, je dis ça parce que je trouve que c'est une phrase qu'on entend souvent à la radio, même ici, sans qu'elle soit forcément justifiée. Et j'aimerais donner un peu à l'opposé mon avis d'auto-entrepreneur. Parce que, donc, comme certains ici, j'en ai fait 3, il y en a qui en ont fait 2 des années de prépa. Et j'ai pu réfléchir un peu et je me suis dit qu'au final, la prépa, c'était un peu de l'auto-entrepreneuriat. Dans le sens où on avait des écoles. Les écoles, c'est les clients, et puis nous, il faut nous vendre. Donc, on travaille autant qu'on peut. Et à la fin, les meilleurs sont pris. Et donc j'aimerais revenir sur cet exemple parce que en prépa, j'ai pas été heureux. J'ai pas été heureux parce que j'ai été bloqué par cette logique. J'ai été bloqué parce que voilà, il fallait que je donne le maximum de moi-même dans cet unique but pour satisfaire mon client. Il n'y avait pas d'autre, j'avais pas d'autre échappatoire dans ma vie. Et j'avais pas d'autre échappatoire, d'autant plus que j'avais la sensation, en tout cas la société me le faisait comprendre, que c'était la seule manière d'avoir une certitude dans mon job, parce que voilà, la prépa, c'est l'élite, on sort de là, normalement on est bien payé, tout ça, et donc c'était, tu vas quitter la prépa, non mais franchement, tu risques là. Et donc, j'aimerais dire qu'à quel point, genre dans cette optique de prospérité, il fallait considérer le bonheur, et que le bonheur, j'avais la sensation, qui passait pas par une organisation où on promouvait l'auto-entrepreneuriat à tout bout de champ. Parce que ça fragilisait l'individu qui se retrouvait tout seul, comme son nom indique, auto-entrepreneur. Et donc, je pense que c'est un lien d'autant plus avec ce dont on parle que, pour moi, l'économie, je la ressens comme ça, c'est avant tout l'organisation, c'est l'organisation de la société. C'est comment est-ce qu'on s'arrange pour organiser la société, pour organiser la politique. Et voilà, non, ce que je veux dire, c'est que ça a une grande dimension politique et les choix qu'on fait actuellement sur les systèmes qu'on propose, ils sont loin d'être anodins. Voilà, donc j'aimerais savoir un peu si on pouvait expliciter, si vous pouviez répondre et expliciter pourquoi être auto-entrepreneur c'est bien et pourquoi est-ce qu'on peut quand même être heureux malgré ce que je viens de vous raconter. Comment éviter de telles dérives? Bon, merci. Pendant qu'il y a une autre personne qui se prépare pour poser sa question, qu'on lui approche le micro, etc., n'oubliez pas de faire des interventions courtes. Peut-être que Agnès va répondre. Mais c'est intéressant, hein, c'est important cette appétence au bonheur. Je pense que Denis l'avait soulevé. Je ne vais pas répondre en fait à pourquoi c'est bien qu'il y ait un statut d'auto-entrepreneur et pourquoi individuellement ou collectivement, pour le marché du travail, c'est bien ou pas. Ce que je peux juste vous dire, c'est que vous êtes très nombreux dans les contributions à justement avoir des doutes sur la fin du salariat. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme un marqueur aussi de génération. On a l'impression que la génération d'avant trouve formidable l'auto-entrepreneur, la flexibilité du travail, et puis toute cette organisation du travail avec des auto-entrepreneurs, et que votre génération, en tout cas dans les copies, c'est extrêmement clair, considère qu'il faut recréer une continuité et que la protection sociale, la visibilité dans le monde du travail, c'est quelque chose de très important pour vous. Et ça fait partie, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça fait partie, à mon avis, des nombreux sujets sur lesquels, en fait, il y a un décalage et derrière les mêmes mots, on met des réalités très différentes selon les générations. Donc vous n'êtes pas du tout seul, je pense même que vous êtes très majoritaire. J'aimerais apporter une contribution parce que je pense que c'est un sujet très important que vous abordez. D'abord, pour donner le panorama, aujourd'hui, 90% des travailleurs en France sont des salariés. Donc le phénomène d'auto-entrepreneuriat, il est nouveau, mais il est montant. Quand vous interrogez les jeunes que vous êtes aujourd'hui, 81% des jeunes disent nous, on aimerait avoir accès à cet auto-entrepreneuriat. En tous les cas, on aimerait que les conditions de plus d'indépendance soient mises en œuvre. Et puis cet auto-entrepreneuriat, on va en avoir besoin pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous le voulez. Ensuite parce que si on veut véritablement promouvoir des forces créatrices et créatives, l'entreprise, elle fait beaucoup de choses, mais à certains moments, elle ne permet pas tous les développements et toutes les innovations. Donc on a besoin de cet auto-entrepreneuriat. Je pense aussi que dans le futur, vous vivrez, et je vous le souhaite d'ailleurs, des périodes de multi-activité, des périodes d'activité, d'arrêt d'activité. En tous les cas,
vous aurez des périodes très différentes de votre vie professionnelle, probablement différentes de celles que nous, on a pu avoir. Et puis l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas que pour les jeunes aussi, c'est pour des populations de seniors. Moi, je suis dans un métier où l'âge de la retraite, il peut varier entre 55 et 60 ans. Je peux vous dire que la majorité des gens entre 55 et 60 ans n'ont pas envie de s'arrêter. Et l'auto-entrepreneuriat, c'est une fantastique opportunité pour continuer, pour contribuer. Et ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est une notion de contribution collective à l'économie, et l'auto-entrepreneuriat en fait partie. Merci. Une autre réaction? Alors, oui, monsieur. Bonjour à tous. J'aimerais affiner quelques-uns des traits que j'ai pu remettre dans ma contribution qui concernaient notamment l'importance de la diversité linguistique un peu partout et notamment dans la sphère économique et repenser ou réécrire en quelque sorte certains des termes à partir des précisions qui ont été apportées ce matin. Parlons donc de ressources culturelles plutôt que de diversité ou alors de divers, mais jamais de différence. Et j'aimerais rebondir sur le témoignage de Marie Eklund sur les besoins de transversalité, en quelque sorte, d'avoir des personnes qui soient bons un peu partout pour la citer. Moi, je suis ingénieur de formation, mais passionné par les langues, et peut-être comme mon collègue, le système tel qu'il est aujourd'hui ne m'a pas fait de cadeau, puisque j'ai dû faire des choix un peu difficiles. Mais j'estime qu'aujourd'hui, dans les entreprises, et pour être ingénieur, on a des ressources culturelles qui se côtoient. Elles existent. Et on souhaiterait tous qu'elles s'ajoutent, je pense également qu'elles ne peuvent pas s'exclure ou se remplacer les unes aux autres. Mais on a des ressources qui cohabitent, mais qui ne sont que trop peu exploitées pour moi. On forme des équipes, on investit beaucoup de temps et d'argent pour former des équipes avec des personnes qui viennent des quatre coins du monde, qui ont un bagage culturel et religieux différent, et on essaye de tirer une force d'émulation de ça. Mais on le fait en abandonnant la première, pour citer encore une fois François Julien, la première partie de la culture qui est pour moi la langue, puisqu'on utilise des langues véhiculaires et on ne cherche pas à remettre en question cette nécessité d'inclure une part de multilinguisme. Ma question c'est, puisque on a un panel ici de personnes du privé et puis également des chercheurs, quelles expériences vous avez de ces ressources culturelles en entreprise qui, selon moi, cohabitent trop souvent au lieu d'être exploitées? Merci. Alors, c'est un débat qui est extrêmement d'actualité, extrêmement vif dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise française d'origine et puis qui s'est internationalisée, même mondialisée, dans lequel aujourd'hui on a des cultures hispaniques, on a des cultures chinoises et on a évidemment des cultures anglo-saxonnes. Et ça a donné lieu à des débats extrêmement vifs, puisqu'on a le souhait d'être totalement multiculturel. Et donc, par exemple, dans les assemblées annuelles que l'on peut avoir d'associés, on a 900 associés, on a des slides qui sont publiés dans les 4 langues, parce qu'il nous semble important de respecter cette diversité linguistique, mais plus que linguistique, elle est culturelle. La façon de faire du business en Amérique latine, en Chine ou en Europe, si vous n'acceptez pas ce modèle culturel, si vous n'acceptez pas de rentrer à l'intérieur de ces modèles, vous ratez une grande partie de la richesse de ces ressources que vous avez. Maintenant, il y a une réalité pratique qu'il y a un langage international des affaires qui est l'anglais. C'est la langue qui est aujourd'hui partagée par la majorité des communautés économiques et c'est une langue qu'il faut absolument maîtriser. Donc il faut arriver à cet exercice difficile d'être pragmatique, parce que vous ne pouvez pas faire une réunion internationale, nous en avons très régulièrement, avec des traducteurs dans 4 langues, donc vous êtes obligé d'avoir un outil commun. Mais il faut considérer aujourd'hui l'anglais comme un outil et respecter l'ensemble des autres langues comme des marqueurs culturels. Agnès. Pour compléter, je vais faire un détour, mais comme vous savez, le monde est devenu extrêmement chaotique, il change extrêmement rapidement. C'est presque une donnée scientifique, si j'ose dire, de considérer que le monde bouge très vite technologiquement, d'un point de vue business. Quand on regarde par exemple des courbes sur, en moyenne, combien de temps des entreprises dans un secteur restent leader mondial,
Il y a 20 ans, c'était 5 à 10 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3 ans. Donc on est dans une accélération du monde qui est absolument incroyable. Quand on est dans ces situations-là, en fait, on ne peut pas prévoir l'avenir. On est obligé de raisonner avec des scénarios, on est obligé d'imaginer différents futurs possibles pour pouvoir conduire une entreprise, pour pouvoir définir sa stratégie. À ce moment-là, il est extrêmement important d'avoir des gens très divers. Alors, ça peut être des diversités de culture, des diversités de formation, des diversités d'origine, des diversités de toutes sortes. Mais le point commun de tous les travaux de management depuis quelques années, c'est vraiment de dire la diversité est clé. À l'inverse, la non-diversité est extrêmement dangereuse parce qu'elle réduit la capacité à voir ce qui se passe dans le monde et, in fine, elle met l'entreprise en risque. Donc, pour aller dans votre sens, c'est sûr que mieux prendre en compte, même si c'est difficile, les diversités culturelles et linguistiques, c'est un sujet clé. Et il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont en train de retravailler sur ces sujets-là. Alors, avant de vous laisser peut-être réagir encore ou à proposer d'autres thèmes, c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension de... les entreprises aussi sont très hétérogènes. Hein. J'imagine que ce que vous avez en tête, ce sont des entreprises mondialisées qui, d'une certaine manière, recrutent l'élite de très nombreux pays et font coexister cette élite, finalement, dans un milieu qui, en effet, est très divers et sur lequel la notion d'écart culturel est pris en compte et qui tire bénéfice éventuellement de ça. Et peut-être que même que les campus universitaires sont le paroxysme de ce melting pot finalement qui fait dialoguer de façon tout à fait sereine les cultures et la diversité. Mais peut-être que ce qu'il y avait dans la question que vous souleviez, monsieur, c'est la réalité des petites entreprises, vous voyez, n'est pas du tout celle de la diversité. Il y a plutôt même en France une très forte discrimination hein, vis-à-vis des personnes d'origine étrangère, etc. Donc comment est-ce qu'on vit avec ce décalage, voilà, et comment est-ce qu'on peut s'adresser aux entreprises alors qu'elles-mêmes sont très différentes? Il y a vraiment deux types de leviers. Hein. Il y a un levier, il y a la carotte et le bâton quelque part. Le premier sujet, la carotte, c'est que les entreprises réalisent qu'elles ont intérêt à la diversité. Moi, je me suis beaucoup impliquée sur les sujets d'égalité hommes-femmes. Je pense qu'on a bougé, en tout cas en France, le jour où les entreprises, les grandes et les petites, ont compris qu'elles avaient intérêt à recruter des femmes, non pas pour des raisons morales, mais juste pour des raisons business. Et le jour où on a franchi ce seuil-là, plein de choses se sont débloquées qui étaient complètement coincées avant. On était dans la communication, on était dans l'apparence, on n'était pas dans l'idée de se demander comment on allait faire en vrai. Et je pense que sur les sujets de diversité au sens large, il y a cette question-là. Donc ça, c'est comment les entreprises elles-mêmes ont envie de faire des choses. Puis après, il y a la loi, il y a le règlement, et puis il y a la police, quelque part, du système, qui doit permettre aussi que les entreprises qui ont des comportements qui ne correspondent pas aux règles collectives qu'on a édictées ensemble, que le Parlement a votées, comment finalement ces entreprises sont sanctionnées. Mais on sait bien que de toutes les façons, il est quand même toujours très important qu'il y ait de la motivation avant qu'il y ait de la police. Donc il faut vraiment réussir à jouer sur les deux tableaux. Merci Agnès. Monsieur? Oui, en fait j'avais le micro. Bonjour, moi j'ai une question en fait. Je me lève. En fait, c'était pour revenir sur l'intervention je voulais revenir sur l'intervention de François Julien qui dit à un moment qu'il n'y a pas d'identité culturelle. En fait, ça m'a fait penser au livre de Patrick Boucheron qui a été écrit l'année dernière sur l'histoire mondiale de la France. En fait, pour dire que finalement, j'ai l'impression qu'en France, il y a une polarisation entre la mondialisation heureuse et les pendants de la mondialisation. Ce qu'on va aussi voir plus tard dans la polarisation du marché du travail, avec par exemple des personnes qui vont avoir un métier à forte valeur ajoutée, création, etc. Des personnes qui vont plutôt avoir un métier sur les services à la personne, et beaucoup moins de valeur ajoutée que ce qu'ils pourraient avoir jusqu'à présent. Donc ma question, ce serait plutôt, finalement, comment faire en sorte que 50% de la population qui a aujourd'hui peur de la prospérité, parce qu'elle ne voit pas de solution pour la prospérité, elles se sont délaissées, etc. Comment faire pour que, finalement, ils aient foi en l'avenir? Merci. Pardon, alors je ne vois pas bien parce que nous on est dans le noir, mais voilà, si François voulait répondre. Ah oui, François voulait peut-être après. D'accord, donc on garde, c'est un point important. Il y avait une autre personne qui voulait... voilà, monsieur. Bonjour.
C'est un peu en écho à la question de mon camarade et aussi au thème de la diversité. Vous ne pensez pas qu'entre un étudiant de Paris et un étudiant de New York qui ont fait tous les deux de grandes études, il y a moins d'écart culturel qu'entre un étudiant de Paris et un étudiant de Grigny, enfin, il ne sera peut-être jamais un étudiant de Grigny ou de Sevran, parce que mon parcours, j'ai fait Sciences Po et ensuite j'ai fait un CFA à Bobigny. Et vous, en tant qu'entreprise et chef de grandes entreprises, comment vous intégrez ces gens-là, cette diversité-là dans vos entreprises? Voilà. Merci. Alors, merci de poser cette question-là parce qu'elle est tout à fait réelle. Et la réponse à votre question, elle est oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de différence entre un étudiant de Paris entre Paris-New York et Paris et Grigny, comme vous le dites. Et donc ça pose la question de l'intégration d'un certain nombre de jeunes, diplômés ou pas diplômés, mais y compris diplômés, qui aujourd'hui viennent des quartiers difficiles. Alors, il y a eu plusieurs formes de réponses. Il y a eu des réponses d'abord d'ordre législatif aussi sur cette forme de diversité. Vous parliez des réponses législatives, elles ont existé. Et puis, il y a eu beaucoup d'initiatives. Moi, il y en a une qui m'avait beaucoup marqué, à laquelle nous avions participé, qui s'appelait « Nos quartiers ont du talent ». Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative. Il s'agissait de jeunes diplômés, parfois très diplômés, c'est-à-dire des Bac plus 5, qui venaient de banlieues, souvent de banlieues défavorisées, de régions parisiennes, du 93, du 95. Et statistiquement, ces jeunes, il était prouvé que l'accès à l'emploi ou l'accès au poste pour eux était beaucoup plus difficile. Et c'est Claude Bébéard, l'ancien président d'AXA, qui a eu cette initiative de faire parrainer ces jeunes par des entreprises. Nos quartiers ont du talent, aujourd'hui un parrainage avec un peu plus de 200 entreprises, un succès considérable. Et là encore, je crois qu'il y a plusieurs formes de réponse. Il y a la réponse législative, qui est la réponse de l'État, et puis il y a la réponse des entreprises, c'est-à-dire tout l'accompagnement de terrain et toutes les mesures qu'on peut prendre à l'intérieur de nos entreprises, parce que là encore, comme vous le disiez, c'est un sujet de société, mais c'est aussi un sujet de business. On ne peut pas se priver de tous les talents aujourd'hui qui arrivent sur le marché, et en particulier de ces talents-là. Alors, il y avait une autre question. Monsieur, oui, ça fait 3 fois que vous essayez, donc cette fois-ci, c'est pour vous. Si jamais il y avait une étudiante aussi qui voulait poser une question, bon sang, n'hésitez pas. J'essaie de rebondir sur un petit peu tout. J'ai trouvé très riche la diversité des présentations. Je voudrais revenir sur le fait que dans notre contribution, visiblement, on a beaucoup parlé de l'entreprise et vous avez analysé ça comme étant de la crédibilité qu'on leur donne en plus. Je voudrais remettre un peu cette analyse en question en demandant si c'est pas plutôt la responsabilité des entreprises dans le monde chaotique que vous avez décrit qu'on remet en question par notre génération. Comme l'a expliqué Marie Ekland, et vous-même, la compétitivité plus forte qui fait que vous êtes leader que pendant 2 ou 3 ans pousse à faire des choix économiques à court terme, notamment sur les 3 mois actionnaires. Et comme l'a expliqué Brice Lalande, l'urgence climatique demande des choix à long terme. Et comment, moi je suis de formation d'ingénieur, et la question que j'ai envie de poser ici, c'est comment aujourd'hui on repense l'économie pour prendre en compte tous ces facteurs-là et ne pas être dans ce monde chaotique où nous, notre génération, on croit plus en citoyens, dans les citoyens, parce que les entreprises, je ne pense pas qu'on leur donne plus de crédibilité, mais on commence à leur reconnaître la responsabilité qu'ils ont dans le monde chaotique qu'ils nous laissent. Voilà. Donc comment on repense l'économie aujourd'hui pour que nous, citoyens, on puisse aussi croire en l'État et en entreprises sans penser qu'on va uniquement passer par nous-mêmes, parce qu'on a besoin de ces leviers-là pour faire avancer les choses dans le bon sens. Merci. L'entreprise, sa crédibilité a progressé au cours des dernières années quand on la compare à l'ensemble des autres acteurs, les acteurs publics, les institutions, les élus, les députés, les syndicats, les médias, etc., etc. Et c'est le seul acteur qui a progressé en crédibilité. Pourquoi ? Et je pense que ça concerne aussi les jeunes. Enfin, je veux dire, c'est aussi l'entreprise perçue par les jeunes. Néanmoins, je l'ai dit, elle suscite toujours une forme de méfiance, en particulier quand elle est grande. Et là, je crois qu'il faut faire attention parce que la grande entreprise suscite la méfiance, la multinationale suscite le rejet, les PME sont vénérées par les Français et les TPE sont encore plus appréciées. Donc il y a entreprise et entreprise selon leur taille. Plus l'entreprise est petite,
plus elle est célébrée et plus elle est sans doute appropriable. Ce qui fait la grande différence, c'est que c'est la question de l'effectivité, pour reprendre un terme employé lundi par le président de la République. Le politique, aujourd'hui, parle, mais donne le sentiment de ne pas agir. C'est-à-dire que le grand défi de nos gouvernants, c'est de faire des choses effectives. Il ne parle pas d'efficacité, mais de rendre effectif le changement. Comment rendre effectif le changement? L'entreprise, sur l'effectivité, a des résultats. Le politique n'en a pas, ou du moins ils ne sont pas lisibles. Deuxième dimension essentielle, c'est le temps long. L'entreprise, comme le politique, s'inscrit dans un temps beaucoup trop court, et quand ce n'est pas dans l'instantané. Et l'instantané, ce n'est rien, c'est la dilution de l'action par définition, puisque le changement est tout le temps. Et donc il faut se fixer des horizons longs, à 3, 6 ans, voire plus, selon les secteurs. Et de ce point de vue-là, l'entreprise doit évoluer, effectivement, comme l'a dit Marie Eklund, et sortir du court terme pour se projeter beaucoup plus dans le long terme. Mais il y a une foi, en tout cas, dans cette capacité qu'a l'entreprise à relever le défi du temps long, une fois parmi vous, parmi les étudiants. Alors, peut-être en complément sur ce point, moi je dirige une entreprise, puis j'ai la chance de participer à beaucoup de conseils d'administration de moyennes et de très grandes entreprises. Je peux vous dire qu'il y a une véritable prise de conscience, et au-delà d'une prise de conscience, des vraies réponses qui sont apportées en matière de responsabilité sociale d'entreprise, en matière de changement climatique. Je travaille beaucoup avec des banques. Je peux vous dire que l'évolution de leur politique de financement de l'énergie est quelque chose qui est sur l'agenda de tout le monde depuis 2 à 3 ans. Il y a donc beaucoup d'actions qui se mettent en œuvre et qui se mettent en place. Et dans les boards, par exemple, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus une séance de board sans qu'il y ait une session sur la responsabilité sociale des entreprises, sur les plans d'action. Toutes ces entreprises ont des fondations et ce sont des dizaines, des centaines, des milliers d'actions, souvent très concrètes sur le terrain qui sont faites. Je pense que le stade d'après, c'est que toutes ces entreprises, elles ont des actionnaires. Alors les actionnaires, ça peut être le public, mais le public, il est très minoritaire. Ce sont beaucoup de fonds, des institutionnels, des fonds souverains, et puis souvent des fonds de pension, et en particulier des fonds de pension américains, dont l'objectif est quand même de payer les retraites d'un certain nombre de fonctionnaires ou d'un certain nombre de salariés aux États-Unis. Et eux, vous avez raison, à long terme. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que la vision qu'ils ont est une vision de court terme. Et quand vous regardez des rapports annuels, sur 500 pages, vous en avez 350 sur la performance, et vous en avez une centaine sur le risque que cette performance à court terme ne se réalise pas. Et aujourd'hui, il va falloir amener progressivement... Il y avait une proposition d'ailleurs d'avoir un label CARE dans la proposition des étudiants. Ce sont des choses d'ailleurs qui existent. En matière écologique, il y a de plus en plus de labels qui sont en train de se mettre en place. Mais il va falloir progressivement former les actionnaires à la notion de création de valeur du long terme, dans lequel l'élément financier n'est qu'un des éléments. Mais il y a beaucoup d'autres éléments. L'écologique est un élément, le sociétal est un autre élément, et ça, c'est une des réformes qui est en cours, ça s'appelle le reporting intégré. C'est un projet qui existe, qui est aujourd'hui sur la table de la majorité des États et de l'Union européenne, d'avoir une communication financière qui soit d'abord moins volumineuse et beaucoup plus axée sur la création de valeur sous tous ses angles que sur la seule performance financière. Et c'est ça qu'il faut encourager. Demain, l'action, elle est à mener auprès des grands actionnaires. Une réaction? Peut-être. Mademoiselle. Bonjour. La question en fait des fonds de pension, ça me fait revenir sur la première question et sur l'auto-entrepreneuriat. En fait, ma question, ce serait est-ce qu'on ne devrait pas revisiter ou du moins revoir la façon dont on parle de l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui, parce qu'il y a d'un côté les auto-entrepreneurs, les très bons self-made men qui sont très bien faits et qui ont une grande réussite, et d'un côté les plus petits auto-entrepreneurs pour qui la situation est quand même beaucoup plus compliquée. Et ça se voit assez facilement sur tout ce qui est ubérisation et économie collaborative. Donc la question, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le discours et les débats qu'on a, comme ici et partout, revisiter l'auto-entrepreneur avec les questions qui ont été abordées par Madame Eklund, donc l'éthique
la question sociale et la redistribution. Donc la redistribution, tout ce qui est intéressement, accès au capital, les questions éthiques et sociales, c'est tout ce qui est un vrai statut de l'actif qui est encore aujourd'hui flou parce que même les chercheurs et les spécialistes en droit n'arrivent pas à définir un statut de l'actif. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas rendre peut-être plus, pas plus populaire, mais au moins moins effrayant l'auto-entrepreneur en lui accordant toutes ces singularités-là? Agnès. La vie fait que j'ai participé à la création des auto-entrepreneurs parce que j'ai été pendant 5 ans administrateur de l'ADI. L'ADI, c'est l'association fondée en France par Maria Nevac qui fait de la microfinance. Et en fait, on avait une situation très compliquée qui était la suivante. On avait beaucoup de gens qui se présentaient ou qu'on repérait, qui avaient du temps partiel subi. Alors typiquement des femmes de ménage qui font les ménages à la Défense pendant quelques heures par jour, et qui donc essayaient de monter des métiers additionnels pour vivre. Or, ces personnes étaient en situation irrégulière. Elles n'avaient pas de statut. Il était totalement impossible pour elles de rentrer dans le dispositif classique de création d'entreprise. Et on a fait du lobby pendant 7 ou 8 ans pour réussir à sortir un statut complètement atypique qui permettait de finalement trouver une base juridique à toutes ces personnes qui avaient besoin de travailler pour vivre, qui avaient la volonté de le faire et qui étaient barrées par des raisons administratives. Donc on a monté ce dispositif qui était à l'origine d'abord un dispositif de protection sociale et d'autorisation finalement de travail. Et en fait, ce statut-là a trouvé finalement un espace beaucoup plus large que celui qui avait été prévu au départ, comme vous le savez, parce qu'en fait, il correspondait à un vrai besoin de pouvoir lancer des entreprises dans des conditions où on n'est pas assommé dès les premières années par des niveaux de charges sociales très élevés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a passé des années à trouver des systèmes en biseau, de rattrapage, etc. J'y ai passé comme des milliers de fonctionnaires, des centaines d'heures pour arriver à des dispositifs qui étaient un peu efficaces, assez efficaces quand on se compare en fait à ce qui se passe dans d'autres pays du monde, mais complètement insuffisant par rapport à la demande du pays. Donc en fait, ce dispositif, il a une histoire. Et ce n'est pas très étonnant que quelques années après, alors qu'il a connu un succès qui n'est pas du tout celui qu'on avait prévu au départ, finalement, il soit recalé. Entre-temps, comme vous le savez, il y a eu aussi le sujet du RSI, qui à l'origine, j'y ai contribué aussi, était une belle idée et qui finalement s'est heurté violemment contre des problèmes de mise en œuvre, d'exécution avec beaucoup d'erreurs et une grande colère du monde des indépendants. Et donc je pense que par rapport à la question que vous posez, c'est malheureusement pas un sujet seulement de communication. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui consiste à se reposer la question de savoir c'est quoi les différentes formes de travail, c'est quoi les différentes formes de protection sociale. Et dans les propositions du gouvernement là, il y a bien effectivement l'idée d'ouvrir ce chantier à travers le RSI et puis à travers la réforme de l'assurance chômage. Mais je pense qu'on a un énorme sujet extrêmement compliqué qui va avec l'évolution de l'organisation des entreprises, la manière dont elles sous-traitent, la manière dont elles innovent, c'était dit tout à l'heure, et tout le sujet de la cohésion sociale, de l'intégration. Donc on a un sujet d'une ampleur incroyable. Alors pour qui aime les défis et les choses compliquées, c'est un vrai bonheur. C'est un peu effrayant d'un point de vue social parce que ça va supposer qu'effectivement on arrive collectivement à réfléchir ensemble, quels que soient les bords politiques, pour réussir à trouver des solutions. Je comprends votre demande de communication. Je pense qu'en fait, si on n'arrive pas à communiquer, c'est qu'en fait, le sujet est trop compliqué. Vous savez, les marketeurs disent la pub n'a jamais fait vendre un mauvais produit. Je pense que là, la communication ne va pas simplifier un sujet qui est d'une telle complexité qu'on n'arrive même plus intellectuellement à l'attraper. Je crois que... Il me semble que sur la question du statut de l'auto-entrepreneur, ou sur l'auto-entrepreneuriat, il y a 3 évolutions majeures à apporter. D'abord, c'est de faire en sorte que les droits sociaux dans le futur ne soient plus attachés au contrat de travail, mais soient attachés à la personne. Et ça, c'est un changement absolument majeur. Le deuxième, c'est d'être capable de lier, de faire le pont entre ces auto-entrepreneurs et ces grandes entreprises. Ça se fait aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, ça s'appelle l'open innovation. Il faut que ça se généralise. Et de toute façon, moi je pense que les modèles de demain basés sur le seul salariat, en particulier dans nos métiers qui sont des métiers d'audit et de conseil, le salariat n'est plus le modèle de demain. Demain,
il faudra aller assembler la bonne compétence qu'on trouvera auprès des auto-entrepreneurs pour apporter à nos clients les solutions qu'ils veulent avoir. Puis le troisième, pour ces auto-entrepreneurs, c'est d'être mis en relation avec les clients. Et ça, moi, je vois de plus en plus d'émergence de portails, en particulier aux États-Unis. Vous pouvez regarder un portail qui s'appelle The Stem, qui est un portail qui met en relation les auto-entrepreneurs avec les clients directement. Et ça, je crois que c'est un modèle de travail du futur. Donc il y a 2 ou 3 grands changements qui vont faire qu'il y aura progressivement un rebalancement entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat. Bon, donc on me fait signe que nous arrivons au terme. Ah, vous aviez une question, monsieur? Dernière question. Allez, pour le plaisir. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question un peu pour résumer ce qui a été dit par mes collègues. Donc, on a parlé de prépa, d'auto-entrepreneuriat. Donc, globalement, c'est que, il y avait les étudiants à la sortie du lycée, allaient en classe prépa pour intégrer les grandes entreprises. Les grandes entreprises demandaient un bac plus 5, et donc tout le monde faisait un bac plus 5. Les grandes entreprises demandent de parler 2-3 langues. Tout le monde parle 2-3 langues. Les grandes entreprises demandent d'être à la fois ingénieur et commercial, d'avoir fait des expériences. Et finalement, tout le monde, on parle 2-3 langues, on a nos expériences, on a nos différents profils. Et au final, moi, je suis par exemple un ingénieur, je travaille sur Paris à la Défense. Il y a un truc qui est fabuleux à Paris à la Défense le matin, c'est on a un groupe, c'est des gens qui sur l'horizon, en costume, veste, cravate, exactement tous identiques. Est-ce que l'entreprise n'est pas en train de créer des clones? Est-ce que l'entreprise ne crée pas des personnes tout à fait uniformes et de l'autre côté laisse, notamment, on a parlé de Grigny par exemple, des gens totalement à la marge, des gens qui ne se sont pas reconnus dans la prépa, qui ne se sont pas reconnus dans le bac plus 5 et l'entreprise délaisse ces personnes-là. Voilà. Merci pour cette intervention. Avant de laisser la parole à chacun des intervenants pour conclure, en effet, on a tout à fait conscience, et vous avez tout à fait conscience que tout ce que vous nous avez envoyé, vos réponses à cet appel à projet, ce sont des propos magnifiques, mais il y a le sentiment de ne pas être représentatif. Vous êtes bien sûr des étudiants, et vous êtes aussi des étudiants qui souhaitaient venir participer, vous voyez, à un congrès d'économistes, etc. Donc il y a quelque chose de très particulier. Il y a une partie de la jeunesse qui aussi ne vote pas, ne s'intéresse pas, etc. Et je pense que c'est très important tout au long de ces rencontres économiques de prendre en compte, comme vous le faisiez remarquer, monsieur, cette polarisation, cette crainte de la polarisation. On me fait signe que le temps est terminé, donc je laisse 30 secondes, voilà, à chacun des 3 panélistes pour dire un mot, et puis je dirai un... Cette question n'a pas été adressée, plein d'autres n'ont pas été adressées. Pardon? Bon, alors, à la demande générale, nous allons répondre à cette question, prendre 1 minute de plus, pardon pour les timekeepers. Est-ce que vous voulez venir répondre à cette question qui vous était posée? Non? Oui, vous le souhaitez? Sans faire un développement de philosophe, vous voyez. Mais... Vous me demandez de ne pas être moi, là, c'est difficile. D'être un peu vous, mais un vous très court. Hein, oui. En échantillonnant juste une chose, je crains de ne pas être assez clair. Ce qui est réel, c'est le divers. Il y a le divers. Le divers n'est pas secondaire, il est premier. Il n'y a pas d'abord eu l'homme, la nature humaine, et puis après une diversité qui vient. Non. Il y a donc du divers. Le problème, c'est comment on prend en charge ce divers. Et là, je crois qu'il y a un choix qui est un choix d'intelligence dans le concept. Moi, j'ai dit éviter les différences. Je dis pourquoi? Pourquoi l'écart? C'est parce qu'en fait, il faut que le divers reste dans sa capacité de diversité. Donc, on ne peut pas le ranger. Et je crois que tout ce que j'ai entendu ce matin va dans ce sens-là. Quand madame disait une entreprise fait la diversité culturelle parce qu'elle comprend que la diversité des 2 sexes, parce qu'elle comprend que c'est plus rentable. Je crois qu'il y a maintenant cette pensée
qu'il n'y a plus d'abord de l'unitaire, de l'originaire qui serait comme ça, disons, la norme première, puis une diversité qui devrait comme un éventail se déployer. Je crois que c'est ce schéma-là qui se casse, et c'est beaucoup de ce que j'entends, me semble, être dans ce sens-là, à savoir ce modèle unitaire moniste se défait aujourd'hui. Et donc je pense que c'est une proposition à la fois philosophique, mais politique, et qui est aussi dans le mode de l'économie. Merci. Alors, Agnès, 30 secondes. Oui, vos questions, comme les contributions que vous avez faites, je pense qu'elles mettent en évidence le fait qu'il y a des modes de raisonnement qui sont un peu des marqueurs d'une génération. Alors peut-être que Brice Lalonde fait partie de la même génération, mais on a un sujet qui est, vous parlez beaucoup de liens entre planète, environnement, solidarité sociale, technologie, innovation. Il ne vous échappera pas que ce n'est pas comme ça que sont organisées les politiques publiques et les gouvernements. Donc on a un sujet autour de, quand même, finalement, se comprendre entre des politiques publiques, des politiques et la manière dont vous décrivez les choses. De même, on en a moins parlé tout de suite, mais en fait, sur les sujets lutte contre les inégalités et égalité, vous associez ça massivement à l'école, à l'accès à l'emploi, à la diversité, vous l'avez dit, alors que généralement, on associe des mesures fiscales ou des mesures de redistribution sociale. Donc je pense qu'en fait, il y a quelque chose à creuser, je pense, pour que finalement, on arrive à mieux se comprendre. Alors c'est un peu le sujet de la communication, mais pas que, pour qu'on mette des choses, la même chose derrière les mêmes mots, et qu'on arrive à comprendre comment finalement les politiques publiques peuvent, d'après vous, être plus efficaces et permettre d'avancer. Et qu'on rompe ce qui commence à ressembler, je trouve, à un vrai malentendu. Alors c'est peut-être effectivement dans les jours qui viennent que ce sera l'occasion de le faire. Je voulais juste rajouter une dernière remarque aussi. Je pense que si on avait demandé aux personnes qui vont être là demain et cet après-midi de répondre à la même contribution, je pense qu'elles auraient parlé paradoxalement beaucoup plus de digital que vous ne l'avez fait. Vous avez parlé un peu de digital, mais vous avez parlé énormément d'humain, d'éthique, de sens, de vivre ensemble. Et ça, c'est évidemment une très belle leçon. Oui, pour conclure, je voudrais vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire les contributions dans le petit livre qu'a édité le Cercle des économistes. Lisez les textes, ils sont géniaux, il y a plein de choses passionnantes, il y a des propos, et j'en prendrai juste deux pour vous donner envie. C'est Blaise, avec qui j'ai discuté hier soir lors du cocktail, où vous étiez tous présents, qui dit « La prochaine ère prospère sera celle du réticulaire, de l'association, de la mise en réseau des cultures et des intelligences, de l'émulation par la collaboration plutôt que la compétition. » Et puis je voudrais aussi citer Raphaël, qui doit être là, j'imagine. « Je veux un monde de partage où disparaît le simple abattage d'une Amazonie centenaire, d'une jeunesse extraordinaire. » Voilà. Bravo à lui. Oui, d'abord, merci pour cette vision rafraîchissante, et Dieu sait que ce matin, on a besoin de fraîcheur. Vous dire qu'on a besoin de cette prospérité inclusive parce qu'on est au début d'une grande révolution industrielle. C'est un point qu'on n'a pas pu aborder ce matin, je le regrette, il le sera peut-être dans les autres débats. On est au tout début du numérique, d'une transformation qui est liée à la robotisation, à l'intelligence artificielle, et je n'ai pas de doute que, comme toutes les révolutions industrielles, à 40 ou 50 ans, ce sera créateur de richesse et créateur de prospérité. J'ai une forme d'inquiétude sur les 10 ans qui viennent, pour ne pas vous le cacher, parce que ça risque de laisser sur le carreau un certain nombre de salariés, parce que la robotisation, elle va réduire des effectifs. Et donc, on aura besoin de votre vision de cette prospérité inclusive, et on aura surtout besoin que vous la tourniez en action, donc merci pour ça. Je remercie en fait l'ensemble des intervenants qui... alors c'est mon micro qui... Donc je remercie
franchement. Je remercie l'ensemble des intervenants de la matinée, hein, vraiment pour d'avoir joué le jeu, de venir vous rencontrer, de venir discuter avec vous, hein, de leurs expériences personnelles pour la masterclass, de leurs idées, et puis le panel que l'on a actuellement qui joue aussi au jeu de questions-réponses. Merci surtout à vous, les étudiants. Je suis sûr que cette année, on a une super promotion. Utilisez ces 2 jours et demi qui viennent. Allez voir les intervenants, allez voir les gens, n'ayez pas peur, ne soyez pas timides. N'oubliez pas que ce t-shirt bleu engendre beaucoup de bienveillance de la part de vos futurs interlocuteurs. Utilisez-le pour aller discuter. Profitez bien. Voilà. Merci encore.